Le dédommagement pour les dégâts causés par la guerre, que ce soit pour les salariés, pour ceux qui ont perdu leur maison ou pour les indépendants, commence à se mettre en place. Et une très bonne initiative à souligner, coordination entre le fisc et l'autorité des survivants de la Shoah pour les aider au maximum. Depuis le cessez-le-feu temporaire, bien sûr, provisoire, eh bien, on se demande comment les Israéliens vont être dédommagés des dégâts occasionnés par la guerre, quelles vont être les conséquences économiques de ce cessez-le-feu, et puis, bien sûr, quels sont, en ces jours tout à fait spéciaux que vient de vivre l'État d'Israël, quelles vont être l'aide pour les survivants de la Shoah. Ce sera le programme du jour avec le docteur en économie Daniel Guggenheim. On finira bien sûr par une bonne nouvelle concernant le fonds d'investissement Keystone. Il est sur le plateau. Bonjour Daniel et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer par une question qui nous taraude. Est-ce que les Israéliens vont être dédommagés ? On imagine que oui, mais surtout, comment vont-ils être dédommagés ? Oui, je vais essayer le plus précis possible, également clair, car je sais qu'il y a beaucoup d'angoisse dans la population, et c'est pas terminé puisque nous avons le Nord, malheureusement, où il y a encore des roquettes cette semaine qui ont tombé, et c'est pas encore là, c'est le feu là-bas. Alors, je voudrais donc, pour être clair, diviser ce sujet-là en trois. Premièrement, ce qu'on appelle les dégâts directs que les gens ont eus, c'est-à-dire il y a des gens dont la maison est endommagée, même détruite parfois. Il y a des fois, c'est leur voiture, des fois, c'est les moyens de production. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? D'abord, quel est le nombre de demandes qu'il y a eu de réparation de la part de la population ? 30 000. Si on regarde au moment de Am Kelavi, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a plus de 6 mois à la première guerre de l'Iran, à l'époque, ce n'était pas 30 000, mais 50 000 demandes. Or là, ça a duré 40 jours. Et là-bas, ça avait duré que 12 jours. Ça veut dire que, quand même, point de vue de la défense aérienne israélienne, et Dieu, bien entendu, ça en a fait des progrès. C'est intéressant à le noter. Ça a été noté aussi par la presse économique. C'est incroyable, puisque donc, encore une fois, la moitié, pour beaucoup plus de temps, à peu près un peu plus de la moitié quand même, pour beaucoup plus de temps. Ça, c'est une chose à noter. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça ? Ces gens-là, d'abord, 80% des demandes, j'ai vu ça la fin de la semaine dernière, ont été traitées déjà. Donc, bien sûr, ce qu'on entend souvent, c'est les 20% qui disent « nous n'avons encore rien reçu ». Bien, ça existe. Qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce niveau-là ? Il y avait eu deux possibilités. Soit quelqu'un de dire « moi, j'ai eu un dégât qui ne m'a pas détruit toute la maison et j'estime que c'est jusqu'à 35 000 shekels ». Dans ce cas-là, il suffisait d'une déclaration et on était remboursé. Maintenant, si quelqu'un veut plus, il fallait faire venir un expert. Il y avait 65 équipes du fisc qui se baladaient dans tout le pays pour vérifier, dans ces cas-là, parce que évidemment, également, l'État ne veut pas être abusé. Je comprends aussi. Mais on a essayé d'être efficace dans tous les cas. Et d'après ce que j'ai vu, les chiffres de ces 30 000 demandes, c'est 2,5 milliards de shekels qui ont été donnés pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça va se financer ? Comme je l'ai dit une fois, il y a un budget de 9 milliards de shekels, de toute façon dans les réserves, qui est fait pour ça, puisque Israël, malheureusement, depuis sa création, est plus ou moins en guerre. Donc, ça n'a pas non plus créé de déficit. Ça, c'est au niveau donc des biens, des dégâts directs qui ont été traités à ce niveau-là. Deuxièmement, les salariés. Les salariés, il faut faire une différence entre le secteur public et le secteur privé. Pour le secteur public, remboursement à 100% si jamais ils n'ont pas pu travailler plus de 8 jours. Ça a été le minimum qui a été fait. Et dans ce cas-là, ils sont remboursés à 100%. Maintenant, ce qu'il a fait même l'État, pour ça, et d'ailleurs pour les autres salariés, il savait qu'il y aurait la loi n'était pas encore votée, mais il voulait que les gens aient déjà l'argent en avril. Alors, ils ont permis aux gens de pouvoir s'inscrire dans le site pour ça, du Bitoire Leumi des assurances sociales, pour pouvoir être remboursés de cette somme-là. Pour les salariés du secteur privé, ça a été 70% seulement de remboursement. C'est déjà pas mal. Pourquoi la différence ? Le ministère des Finances a expliqué que le secteur public, pendant des années, n'a pas été augmenté et qu'ils devaient avoir une convention collective qui leur avait fait des grandes augmentations pendant 2 ans.
et même maintenant ça a été prolongé, ils ont accepté de ne pas faire cette augmentation. Alors on leur a dit, bon, puisque vous avez accepté ça, et puis vous voulez faire un geste par rapport au syndicat et la paix sociale, donc il avait décidé ça. Et donc, les gens, déjà en avril, j'ai vu cette semaine, ont reçu 600 millions de shekels. C'est 100 millions qui étaient versés. Donc, ça a été très bien du point de vue des salariés et de ça. Maintenant, point de vue de l'État, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai vu dans la presse, il y a marqué beaucoup plus de chômeurs. Ça veut dire quoi, beaucoup plus de chômeurs? C'est l'État qui a fait ça. Parce qu'il voulait que, ce qu'on appelle le chelat en Israël, voulait faire passer des gens pour pouvoir les faire payer par le bitoire lomi, parce que d'habitude, le chômage se paye. Simplement. Alors, c'est une façon de payer d'une caisse à l'autre. C'est pas que le chômage a augmenté. Ça a été pour pouvoir leur payer. Et qu'est-ce que ça fait passer? Pourquoi c'est bien? Parce qu'en vérité, le bitoire lomi, il faut savoir qu'il est excédentaire. Pas comme le budget d'État qui est déficit autour de 5%. Non, excédentaire d'une façon assez impressionnante. Oui, donc ça permet de payer ces choses-là, donc de pouvoir payer de cette façon-là. Donc ça, c'est ça. Alors, et les patrons? Voilà, et les patrons indépendants, c'est le dernier sujet, et c'est épineux, parce que ça n'a pas encore été réglé. Et cette semaine, on en parle encore dans la... certains ont perdu leurs moyens de production, certains ont perdu leur entreprise. Mais certains doivent payer les salariés. Oui, et aussi. surtout, vous pensez bien qu'ils ont dit, nous, on n'a pas pu travailler parce que prenez une misada, un restaurant, prenez des hôtels, des choses comme ça, on leur interdit de faire, puisque ils ne pouvaient pas faire. Bien sûr. Et c'est pas de leur faute, ou n'importe quoi. Des gens ne pouvaient pas travailler. Et nous pensons en or encore plus, que ça a été encore plus dur, même de toute façon, de travailler. Et ce qui s'est passé, la seule chose qu'a fait l'État pour l'instant, c'est de faire des prêts qu'on appelle avec garantie de l'État. Ils disent aux banques, s'il y a quelqu'un qui vient et vous demande un prêt, nous, on est garanti qu'il pourra vous le payer. Mais c'est pas vraiment c'est pas bien. Génial parce c'est que pas génial parce quand qu'il faut on rembourser déjà... les prêts. Bien sûr. Alors, ce qui est normalement prévu, c'est quand même que la vie, mais sûrement ils vont avoir un peu plus, à mon avis, à la fin, c'est d'avoir celui qui aura une baisse de 25% de son chiffre d'affaires pendant cette période-là pourra avoir une compensation. Et souvent, à mon avis, les parrains même me semble mieux que ce qu'il y a eu à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il attend le gouvernement? Il attend les données de la TVA. Parce que là-bas, à partir de la TVA, que ce que les gens disent, le chiffre d'affaires, ils peuvent vérifier ou pas. Alors, eux, ils disent, nous, on ne veut pas tout d'un coup donner beaucoup d'argent et après réclamer, parce qu'après, si les gens ont reçu trop, nous, les gens disent, nous, alors tu nous mets en faillite. Et après, ils doivent même prendre avec des intérêts ou de l'indexation, et l'inflation va monter. Alors, ils ne préfèrent pas faire ça. Maintenant, les autres disent, oui, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça, parce que nous, on est à la faillite, et vous ne pouvez pas nous laisser avec des prêts. Donc, les deux arguments... C'est pas réglé, on va dire. Non, voilà. C'est pas réglé, sans discussion. Voilà. Alors, on continue avec les conséquences économiques du cessez-le-feu. Et alors là, il faut vraiment mettre les guillemets, parce que depuis 1995, le dollar n'a pas été à un cours aussi bas. Alors, OK, il a visionné ce chiffre fatidique des 3 dollars. 3 shekels, voilà, le dollar pour 3 shekels. Mais c'était, on va dire, c'est fou, quoi. 1995, on n'a jamais eu un taux pareil. Oui, vous avez raison, parce que ça a été la symbolique qui a été prise. C'est ça, c'est symbolique, vraiment. Pour marquer cette période-là. Et le dollar, donc, qui avait un peu remonté au début pendant la guerre, et c'était normal aussi, puisqu'il servait de valeur de refuge, etc. Et il avait monté d'ailleurs par rapport aux autres monnaies aussi, l'euro et d'autres choses. Et là, il a bien redescendu. Et comme vous dites, un chiffre de 3 shekels à peu près, même j'ai vu brièvement, mais très brièvement, c'est passé en dessous. Et après, c'est un peu remonté, c'est autour de ça ces jours-ci. Il y a sûrement vous savez, des machines électroniques ou des gens, quand ça fait pas ça, alors ils achètent immédiatement en disant c'est un stop, ça veut dire c'est quelque chose de symbolique. Alors maintenant, pour certains c'est bien, pour d'autres c'est moins bien. Ça, c'est sûr. Il faut dire pour rapport, ça nous intéresse sûrement nos auditeurs, l'euro 3,55. C'est vrai que pour le shekel c'est bon, c'est un record à mon avis plus ou moins depuis un an. Mais pour ceux qui ont leur retraite en euros, c'est moins bon. Voilà. Maintenant, bien entendu, pour Israël, en quoi c'est bien, c'est que l'inflation en Israël de ce qui s'est passé sera moins fort. D'abord parce que le point de vue énergétique en Israël, il y a le gaz, comme on le sait beaucoup, bien qu'il a s'arrêté quelques jours pendant la guerre, mais disons qu'on est toujours fourni en gaz et on n'a pas on va moins subir ce que l'Europe a dû subir avec un dollar qui est monté à 100, un baril qui est monté autour de même plus de $100 jusqu'à $130 et maintenant il est toujours autour de $100 et donc ça c'est important à dire. Donc il y aura une inflation un peu plus forte en Israël, mais
ça sera sûrement, d'après ce que les économistes disent, un peu moins plus forte fort que... Oui, parce que maintenant, on est autour de 2%. Sûrement, là, en mois de mars, on parle de 1,5%. Cette semaine, on va le savoir. Et dans le mois, mais ça va redescendre. On parle de 1%. Ouais. Mais on pense toujours qu'on restera quand même en dessous de la marge sur l'année, en dessous de 3%, même. Donc c'est plutôt une réussite pour Israël. Alors que dans les autres pays comme l'Europe et les États-Unis, on parle entre 3 et 4, c'est très très important à dire. En vérité, je dirais, pour conclure sur cette période-là, la volatilité. Il faut faire très attention. Les gens sur les marchés financiers, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. Quand il y a eu le cessez-le-feu, il n'y avait pas de... c'était jour de Pessah, le 7e jour de Pessah. Alors, il n'y avait pas en Israël la bourse. Et dans les pays d'Europe surtout, et même mondiaux, il y a une augmentation massive de la bourse, 5%, mais ce qui est énorme. Et en Israël, quand ils ont pu remettre, ils étaient beaucoup plus prudents. Il y a eu une augmentation, mais ça a été de 2%. Et alors, ce qui s'est passé, une volatilité moins forte. Et dans les autres pays, après, ça peut rebaisser. Après, ça peut remonter, quoi. Vous êtes en train de nous dire que la bourse israélienne est plus sûre pour investir. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, la volatilité est due à chaque discours de Trump. Il suffit qu'il dise une phrase ou l'autre. Et sur l'économie ou les marchés financiers, ça a une importance. C'est pour ça que je dis pour les gens aussi qui ont des portefeuilles boursiers, c'est pas le moment de regarder parce que on peut à ce moment-là prendre des mauvaises décisions. C'est trop instable en ce moment. Voilà, exactement. Donc, si les gens sont téméraires et quand ils voient une baisse, ils achètent, c'est pas mauvais, quoi. Parce que de toute façon, il faut le dire, très intéressant pour dire la perspective de l'économie israélienne après ce qui se passait avec les accords avec le Liban, peut-être aussi, et on parle bien sûr du Golfe et d'autres choses. Elle est formidable. Elle est bien meilleure que ce qu'on passe de ce qui va se passer en Europe. Ou même aux États-Unis. Ça c'est sûr. Alors, on va continuer avec, bien sûr, un sujet qui touche tous les Israéliens. Ce sont les déportés de la Shoah. Alors, on parle souvent de leurs conditions, de leur, on va dire de l'aide qui est pas tellement importante pour l'État d'Israël. Alors, vous avez vérifié les chiffres et il semblerait que justement cette aide, bien, est assez impressionnante malgré tout. Oui, j'ai été impressionné en voyant les chiffres. Toujours, je regardais et j'ai bien vérifié les sources même de ce qui est publié. Il y a une autorité en Israël qui s'occupe de ça, qui s'occupe des survivants de la Shoah, qui sont un peu plus de 100 000 en Israël au moment où nous parlons. Et ça représente autour de 1% de la population, d'après ce que je calcule. Et cette autorité a un budget de 5 milliards de shekels, ce qui me semble assez important. Je crois que le budget national de tout l'État d'Israël entre 600 et 700 milliards de shekels, mais c'est quand même un effort assez important. 70% de ce budget de cette autorité-là est pour des versements directs aux survivants de la Shoah, et une petite partie c'est pour leur acheter des choses directement, ce qu'on appelle tactiv rechesh, d'achat pour eux ou pour tout ce que fait cette autorité-là. Maintenant, ce qui est très intéressant, je voudrais aussi noter, c'est cette interaction qu'il y a eu entre l'autorité et les impôts. Depuis maintenant 2020, qu'est-ce qu'elle fait cette autorité-là? Donne au fisc les données de ceux qui sont encore survivants à la Shoah pour qu'ils vérifient bien qu'ils ne payent pas trop d'impôts. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donc été victime de la Shoah, a énormément de droits, point de vue des impôts, et souvent une exonération totale. Et malgré ça, des fois, ils peuvent, par erreur, en payer. Et ils savent pas, ils connaissent pas bien, et aussi, souvent, c'est des gens qui sont pas capables de pouvoir faire ça. Alors, ils sont 111 000, hein. Voilà. 111 000 survivants. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020? 20 000 personnes ont bénéficié de services. Qu'est-ce qui se passe? Les gens du fisc vont chez les gens eux-mêmes pour leur dire, apparemment, vous avez payé notre impôt, remplissez ça. On va vous dire exactement comment remplir. Ils vont chez les gens et ils font plus que ça. Ils disent, mais vous savez que vous avez seulement droit de l'argent aussi de l'autorité. Et ils vérifient, eux, là-bas. S'ils touchent bien de l'aide. De l'aide. Et ils leur remplissent le dossier aussi pour ça. C'est formidable. Et donc, c'est formidable, cette interaction qui permet à ces gens-là d'avoir au moins, j'ai vu les chiffres, 7 700 shekels, qui est le minimum qu'on leur donne par an. Ouais, c'est pas énorme, hein. Heureusement qu'ils ont d'autres sources de revenus ou de l'aide d'associations, parce que c'est vrai qu'avec 7 500 shekels par an, je ne vois pas comment on peut survivre. Alors, le fonds d'investissement Keystone, ça, vous aimez bien nous donner des petites pépites, des succès israéliens, et on peut le dire, c'en est un, puisque cette société qui est spécialisée dans les infrastructures a vu sa valeur boursière augmenter de 100%. Incroyable. 100% depuis début 2026, Keystone a augmenté. C'est un fonds, comme vous l'avez dit, un fonds d'investissement qui fait sur les infrastructures, électricité, transport
et énergie. Donc, c'est vraiment l'infrastructure, comme vous l'avez dit. Donc, à quoi est due cette hausse incroyable? On va dire 100% depuis 2026 et même 200% en un an. C'est énorme. C'est une très, très bonne société. Maintenant, à quoi c'est dû d'abord? Chiffre d'affaires extraordinaire en 2025. On a eu les chiffres maintenant. 1,2 milliard de shekels, projet extraordinaire, multiplié par 4,5 par rapport à l'année 2024. Donc, c'est très, très important. Un bénéfice qui a augmenté de 400% pour arriver à 940 millions de shekels. Et je vois un rapport très important entre le bénéfice et le chiffre d'affaires. Normalement, on n'arrive pas à ça. Entre 1,2 milliard et 900 millions de shekels, ça m'a étonné. Et à une rentabilité pour les fonds propres, pour les gens qui ont investi dedans, de 44%, c'est des chiffres fabuleux. Et donc, ça marche très bien. Elle est connue par le grand public, elle n'est pas connue en tant que Keystone, elle est connue en tant que Egged. C'est eux qui ont racheté récemment Egged. Et donc, ils choisissent des bons investissements. Ils valent d'ailleurs 4 milliards de shekels en ce moment à la bourse de Tel Aviv, ce qui est pas mal. Maintenant, est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que les gens, quand ils m'entendent, vous savez qu'on entend... Va acheter ça ou pas, on ne sait pas. Vous voulez bien me donner le nom du code de la société dont vous avez parlé à la chronique? Et alors, je voudrais dire la chose suivante. Qu'est-ce qu'elle dit, la presse financière à ce sujet-là? Ils ont fait un nouveau coup de poker. Il existe à Be'er-Touvia une des plus grandes installations qui fait de l'électricité, une centrale électrique, qui fait 3,5% de toute la consommation d'Israël. Ils ont mis la première pierre de ce qu'on appelle une ferme de données, en hébreu, Chavat Sheretim, c'est-à-dire c'est une base de données pour l'intelligence artificielle, pour tout ce qui est de données de communication. Et donc, c'est un domaine très, très brûlant dans le monde entier, et bien entendu en Israël aussi, mais ça demande énormément d'investissement. Et bien sûr, si ça marche, c'est quelque chose qui sera pour eux encore qui pourra augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc, c'est toujours quand on achète quelque chose, il faut savoir donc se projeter vers l'avenir. Alors, c'est les gens qui vérifient, il faut qu'ils voient, qu'ils analysent, s'ils sont prêts à prendre ce risque, que ce coup de poker va réussir. Eh bien, on le souhaite. En tout cas, merci pour ces nouvelles. On se retrouve après Yom Ha'atzmaut. Après plaisir.